Merci. Bon, je ne sais pas si je dois te remercier, parce que je ne peux pas suivre les maîtres de la parole qui sont là, alors que moi, je suis étranger, américain, qui ne maîtrise pas la langue française, qui n'a pas le droit de parler ici, devant les aînés et surtout devant les maîtres de la parole. Donc, je m'excuse tout à l'heure et je vous remercie. Mais toi, on va en parler après. Je suis là. OK, d'accord. Je parle beaucoup aussi. C'est pas la première fois que cela m'arrive, mais je ne me suis pas habitué. D'accord. J'allais parler aujourd'hui un peu du cas du Mali, que je connais le mieux que les autres pays africains. Un tout petit peu quand même, en ayant travaillé au Mali depuis une vingtaine d'années. Et la question que je voulais poser, en partant en fait des documents qu'on a reçus des organisateurs du colloque, c'était surtout sur la question le poids de l'histoire, surtout le poids de la mémoire de l'époque coloniale au Mali. Bon, en Afrique globalement, mais disons au Mali. Donc, en réagissant aux documents qu'on a reçus, en réagissant au discours de mon collègue Mamadou Diouf, son discours d'hier, et en réagissant en partie à ce qu'on a dit ce matin, je commence d'abord avec le constat que le cas de Mali n'est pas le même que le cas des autres pays dont on a parlé aujourd'hui, et je pense qu'on risque à surestimer en fait le poids et la mémoire de l'époque coloniale. Je pense qu'au Mali, on pense plutôt à les militants, les gens qui sont sortis dans la rue, surtout en 2012, mais aussi en 2009 et depuis. On pense plutôt à Sankara, on pense aux militants de la première vague post-coloniale, on pense à Ibrahim Ali, on pense à Cabral, Abdul Karim Kamara, qui était un leader du mouvement des étudiants au Mali. Mort sur le régime de Moussa Traoré. On pense beaucoup plus à ces personnes, tous des hommes, qu'on pense forcément aux colonnes et à l'époque coloniale. Et je ne crois pas que le problème de la mémoire coloniale, comme elle est soulevée au Mali, est pareil à la façon dont on parle de l'époque coloniale et surtout la répression à la fin de l'époque coloniale au Cameroun et ailleurs. C'est pas forcément un problème de l'enseignement qui est colonisé, comme nous proposent les documents des organisateurs. On pourrait dire que c'est même le contraire. L'enseignement n'est pas colonisé, l'enseignement est inefficace. Ça, c'est pas la même chose. L'enseignement est inefficace parce que les institutions d'enseignement manquent des fonds et manquent les ressources matérielles. Ils ont énormément d'étudiants et pas assez de place, pas assez de salles, pas de bibliothèque. On a même construit une université qui n'a pas de bibliothèque, si on peut imaginer une telle chose. Il faudra visiter la fac à Bamako, à Badlabourou. Donc, ce n'est pas que l'enseignement de l'histoire est colonisé, c'est qu'il est inefficace, qu'il manque de ressources et qu'il ne crée pas d'embauche non seulement vers l'emploi, mais vers l'avenir. Donc, le problème du mémoire, comme mémoire coloniale et question d'histoire dans l'actualité politique, question d'histoire dans les débats politiques contemporains, n'a pas beaucoup à voir avec l'époque coloniale. En fait, on parle très peu de ça. On parle très peu aussi des années de l'indépendance. On parle très peu des années 50, des années 60, Modibo Keïta, RDA, etc. Je ne crois pas que ce problème est particulier au Mali. J'ai vu en quelque sorte quelque chose de pareil ici en France en 2005-2006, où je suis parti dans une fac française peu après les émeutes urbaines, ces moments chauds de 2005, et j'ai constaté, c'était pas votre fac à vous, hein, c'est pas Paris 7, mais dans une autre fac, dont je ne vais pas prononcer le nom, qu'on n'enseigne même pas l'histoire africaine, qu'il n'y a pas de l'histoire africaine. Hein? Oui, il y en a plein. Il y en a plein, mais ça m'étonnait parce que quand je suis sorti dans la salle, je suis sorti dans le couloir causer avec les étudiants, et j'ai vu que les étudiants, pas tous, mais énormément d'étudiants sont d'origine africaine, leurs parents sont des Africains, ils sont nés ici ou bien.
mais il n'y a pas d'histoire africaine à la fac française. Donc, en parlant d'une histoire d'enseignement qui est en quelque sorte colonisée, ça peut se produire à l'intérieur aussi qu'à l'extérieur. Mais je ne crois pas que c'est le vrai problème de l'histoire et de son pédagogie au Mali. Je pense que plutôt c'est un problème ici en France qu'ailleurs. Moi, j'ai la chance, et j'avoue que c'est que la chance, mais j'ai la très bonne chance d'avoir comme collègue Mamadou Diouf et d'autres intellectuels sénégalais et africains, ce qui fait un peu la particularité de notre programme des études africaines à Columbia, que là, en fait, pour la moitié de mes collègues sont des Africains, et ça enrichit énormément le débat. Bon, si je peux revenir encore sur la question de la pédagogie. Je voulais juste lancer quelques idées, et je pense que les collègues vont réagir, et peut-être les militants, les artistes vont réagir. J'ai que quelques idées à vous proposer. C'est pas quelque chose de très... il n'y a pas un plan, hein? C'est pas quelque chose de très organisé. C'est plutôt... C'est pas précisément à l'improviste, mais c'est un peu fraîche quand même. Hein? Voilà. Revenons sur la question de l'enseignement de l'histoire coloniale et l'histoire africaine. Au Mali, c'est l'État même, surtout sous Alpha Omar Konaré aux années 90. C'est sous Alpha qu'on faisait référence à l'époque coloniale. C'est sous Alpha qu'on faisait un effort à faire vivre encore l'histoire plus contemporaine. Ça n'a pas marché très bien. Les gens ont vu les monuments qui se sont produits un peu partout à Bamako. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont fréquenté la ville à l'époque, mais il y avait toujours des nouveaux monuments, des nouveaux statues ici et ailleurs. Et se faisait souvent référence à l'époque coloniale. C'était encore plus fort à Koulouba, vers le palais présidentiel. Ça faisait un peu un site même touristique pour les étrangers, à voir un peu comment on a fait un grand effort pour mémorialiser l'histoire coloniale du Mali. Mais on faisait référence aussi, bien sûr, aux héros de la résistance, les luttes qui ont amené à la fin, à l'époque coloniale. Mais ce qui était frappant à l'époque et depuis, c'est que, et je pense même un peu avant, dans la rue, on a contourné tout ça pour que les monuments qui faisaient référence à l'histoire coloniale, et que même des produits de l'histoire coloniale, étaient réinventés en quelque sorte, dans deux sens, ou comme des monuments pour faire référence à l'époque précoloniale, à la résistance anticolonialiste. Et donc on a vu le mémorial à la Première Guerre mondiale, qui est vers la gare à Bamako. Une image assez connue de 3 ou 4 soldats africains tirailleurs de l'époque qui entourent un officier français qui lui regarde vers l'avenir, bien, ce qui lui arrive. On a contourné cette image, cette statue, ce mémorial de la Première Guerre mondiale, pas un mémorial pour ce combat des Africains pour la libération de la France et la défense de la France aux Premières Guerres, mais plutôt on a surnommé les Samri Kelkedan, c'est-à-dire les enfants de guerre de Samori. C'est-à-dire qu'on réimaginait les tirailleurs sénégalais comme les combattants des côtés du Samori, ce qui n'est pas en fait un exact côté historique, mais c'était une façon de repenser cet effort pour le régime colonial de s'ancrer en ville et puis pour le gouvernement de Alpha de revoir un peu l'histoire du Mali. Donc Alpha a créé partout ces mémorials, ces statues dans des différents quartiers. Il y a même une statue de Cabral, le Cabral malien par le Cabral guinéen, dont il n'a plus le nom. On a défini ces statues non comme des mémorials à l'histoire récente, mais les bolis d'Alpha sont des objets de pouvoir d'Alpha, sont ces objets, disons, des fétiches, entre guillemets, qu'il a installés pour qu'il retienne le pouvoir. Les monuments qu'on a créés pour noter, par exemple, le déroulement du camp de la Coupe Afrique des Nations en 2002 à Bamako, au Mali, ce qui faisait l'image d'un hippopotame qui jouait au football, l'hippopotame étant un homonyme en bambara pour le Mali. Donc, en fait, le Mali, c'est l'hippopotame, c'est le pays. C'est le même mot. Donc là, on a cassé en 2005.
on s'en débarrasser, quoi. Si je saute quelques années jusqu'en 2012, quand Mali a subi une crise dont vous êtes tous au courant, quand on a sorti dans la rue en 2012, pour ceux qui avaient d'une vision, et protester non le passé ou bien l'idée d'une deuxième indépendance, cette idée n'a pas beaucoup ça ne tient pas vraiment la route, je crois, au Mali. On protestait plutôt non le passé, mais l'avenir quand leur a été volé en 1992. Donc c'était plutôt la protestation contre ce que la génération juste d'avant avait perdu avec la révolution échouée de 92, qui a produit le régime néolibéral de Alpha Omar Kanari et puis d'ATT. Donc on ne réclame pas du tout cette passé de la première indépendance. Donc, mais deuxième point que je voulais vous proposer, oui, tout ça c'était un seul. Deuxième point, et je vais être bref, c'était un peu en réponse à ce que nous a proposé hier notre collègue Mamadou Diouf, c'est que dans l'Afrique contemporaine, quand même au Mali, de ce que je vois un peu des pays sahéliens aussi, je pense qu'au moment là où nous sommes, il faut aller au-delà de cette idée il y a l'État sans gouvernement, et puis il y a l'opposition, et les deux se battent, et puis il y a les deux forces qui s'opposent. Et je pense que cette idée est un peu trop simple pour décrire ce qui déroule actuellement. Et je ne parle pas de néocolonialisme et des interventions militaires et autres choses, ça c'est un peu à la marge de ce que je voulais dire. Mais je crois qu'on ne doit pas sous-estimer non plus le poids des ONG sur le terrain et qu'on n'a pas encore élaboré une façon de comprendre le pouvoir qui tient et la façon dont il change le champ politique au Mali et peut-être dans d'autres pays aussi, c'est à vous de me le dire. Que les ONG sont souvent, je parle des ONG internationales qui, eux, souvent financent les ONG locales et sont souvent les ONG locales qui sont efficaces, qui sont moins lourds, qui travaillent dans les quartiers ou bien dans des régions qui sont plus accessibles. Mais ce montée en puissance des ONG qui a commencé, ça fait fort longtemps au Mali, je pense que Mali fait un peu cas d'école à cet égard, ils arrivent à gérer autant les questions que les réponses à des problèmes sociaux. C'est-à-dire que c'est les questions sociales qui se posent et qui sont poursuivies, dont on parle beaucoup, qui accumulent des ressources, à qui des ressources financières sont dévouées. Ces questions-là sont souvent un peu les produits des interventions de l'extérieur, des ONG de l'extérieur. Et au Mali, surtout dans les 20 dernières années, les ONG étaient très, très présents, et à l'intérieur ainsi qu'en ville, un peu partout. Et la question, je crois, qui se pose, c'est est-ce que la forme de gouvernementalité qu'ils produisent, et moi je dénomme cette forme de gouvernementalité une non-gouvernementalité, ce qui est les fonctions d'État qui sont exercées par les ONG, sans forcément affaiblir l'État. Mais est-ce que cette forme de non-gouvernementalité, moins étatique et plus ou moins démocratique que ce qui se passait avant, est-ce que cette forme de non-gouvernementalité, est-ce qu'elle donne plus ou moins de marge de manœuvre aux militants sur le terrain? Vous me répondez, je ne connais pas la réponse à cette question. Si les ONG n'arrivent pas, s'ils n'affaiblissent pas forcément les États, est-ce que quand même ils arrivent à donner plus de marge de manœuvre, plus de puissance aux militants sur le terrain? Donc, quand le professeur Diouf nous a proposé hier, il nous a rappelé qu'on ne peut pas faire de la politique par la marge. Je ne sais pas si ce sentiment reste toujours de l'actualité. Nos idées de ce que constitue la marge et le centre ont beaucoup changé ces dernières années, forcément, et non seulement avec le poids de la diaspora africaine de l'extérieur, mais les Africains de l'extérieur, mais aussi vu la présence des ONG sur le terrain. Il n'y a pas que l'État et son opposition.
Et on a vu, je peux donner des exemples, mais je vais sortir les exemples. Je vais les dire avec une dernière idée, quoi. C'est qu'on a vu lors des premières indépendances les risques de l'idée de rentrer dans le jeu et ne plus rester sur la marge. Et c'est ça qui a produit en fait ce qu'on a oublié, quoi. Dont on ne parle pas vraiment au Mali. À l'époque justement de les premières indépendances, c'était les partis uniques, c'était l'opposition marginalisée et sans dons, et puis c'était un régime de pouvoir qui donnait un État trop puissant et sans espace pour la société civile. Donc, c'était quelques réflexions que je voulais proposer par rapport aux idées des organisateurs et aux thèses que le professeur Diouf nous a proposées hier. Donc, je passe maintenant la parole à Odile, je crois. Très bien. Odile, je t'en prie. Tu peux...